Bonjour à tous, je suis Mathieu Béraud et avec Christopher, aujourd'hui on va vous présenter un petit peu notre retour d'expérience sur la mise en place d'une plateforme data. Donc, pour faire très vite sur le sommaire, on va se parler un petit peu du contexte de Chronodrive, de quelles étaient nos problématiques, avec les deux micros peut-être. Quelles étaient nos problématiques, après on verra un petit peu le projet dans sa construction, les différentes étapes, les bénéfices et difficultés qu'on a rencontrés, puis un peu du coup ce qu'on en retire en termes de conseils, et aussi le côté l'apport de Decideum. Alors pour la présentation de Chronodrive, on va faire assez rapidement. Chronodrive, c'est une entreprise créée en 2004, qui est pionnière du drive alimentaire en France, sous son format un petit peu moderne. On a un concept, nous, qui est le drive solo, commande en ligne, retrait dans un de nos points de vente, qui sont principalement des entrepôts. Et alors Chronodrive, un petit peu les mots-clés qui nous définissent, qui définissent notre ADN, c'est une marque engagée, qui se veut aussi innovante, pragmatique, et complice et fun sur le côté en fait très proche des clients, avec une relation client toute particulière à laquelle on tient beaucoup. Aujourd'hui, je disais donc créé en 2004, aujourd'hui Chronodrive c'est quoi? C'est 570 millions de chiffre d'affaires, un EBITDA à 5%, pour 55 magasins. Alors vous voyez un petit peu la répartition, avec 55 magasins on n'est pas partout en France, mais enfin on couvre un petit peu tout le territoire avec quand même une plus forte concentration dans le Nord, siège historique de Chronodrive. Ça se voit pas très bien sur la carte, mais on a un petit peu plus de magasins que ces trois-là. On a 4000 collaborateurs, donc en comptant les équipes services centraux et magasins. Nos forces, c'est nos hommes et nos femmes, c'est notre donnée. On en a beaucoup, étant justement pure player. Toute commande passée chez Chronodrive est loguée en fait avec un numéro de client, donc on a énormément de données à exploiter. On est une entreprise, on va en parler après, avec des équipes relativement courtes aussi, donc on a aussi une certaine agilité, un esprit un petit peu start-up qu'on a toujours voulu garder, et une autonomie qui nous est offerte par notre statut du coup de pure player web, hein, parce que pour passer une commande chez Chrono, c'est uniquement ou quasi via notre site web ou nos applis. Alors notre promesse aujourd'hui, c'est environ 10 000 références par magasin. On veut des produits de qualité, une offre locale, des partenariats emblématiques. C'est quelque chose vers lequel on souhaite tendre de plus en plus. Partenariats emblématiques, on peut par exemple citer pour les gens du Nord qui connaissent les boulangeries mères, qu'on peut se faire livrer directement chez Chronodrive maintenant. C'est la mise à disposition de la commande client en 30 minutes, c'est-à-dire vous pouvez passer votre commande dans 30 minutes, vous arrivez au magasin, elle est prête. On passe même sur la 15. Moins de 5 minutes d'attente sur nos quais. Quand vous signalez à votre arrivée sur nos quais, en 5 minutes max, on doit être en train de charger votre coffre. Du coup, on respecte notre promesse à 99%. C'est des indicateurs très importants pour nous, un service client au top. La touch, en fait, c'est un mot un petit peu interne qui caractérise un petit peu notre état d'esprit, où en fait on veut avoir une relation attentionnée, spontanée avec le client, un petit peu particulière. On ne veut surtout pas les courses, un petit peu, on va dire, la relation un petit peu froide. On est dans quelque chose d'assez sympathique et aussi de très proche et en anticipation du besoin du client un maximum. Alors quelques dates un petit peu historiques, en tout cas assez récentes, pour commencer à présenter notre contexte. Du coup, je le disais, création en 2004. Avant 2018, Chronodrive, c'était une entreprise autonome et dynamique. On avait une avance à la fois fonctionnelle et technologique sur nos concurrents, notamment par notre statut de pionnier, d'entreprise un petit peu disruptive. Ensuite, entre 2018 et 2020, on est rentré dans un projet de convergence avec Auchan. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Chronodrive, tous les magasins Chronodrive devaient passer à terme sous enseigne Auchan Drive. Du coup, ce projet de convergence, il entraîne un petit peu un arrêt des projets d'innovation en interne Chronodrive, parce que du coup, on allait passer Auchan, donc il n'y avait plus forcément l'intérêt dingue de développer des choses qui allaient potentiellement être abandonnées ou mises de côté. On s'est plus focus sur des projets de rapprochement des systèmes notamment. Puis en fait, en 2020, retour de Chronodrive à l'autonomie, sous décision de notre PDG de l'époque, car des spécificités quand même
marqué de Chronodrive par rapport à un champ drive, une complémentarité en fait. Et on nous a donné le rôle un petit peu du coup d'être le laboratoire, enfin un laboratoire d'innovation d'Auchan. En mode il fallait relancer un petit peu l'entreprise, repartir sur les innovations pour reprendre une avance fonctionnelle et technologique sur nos concurrents. Des sujets en fait qui pouvaient être auparavant une avance étaient potentiellement devenus une dette. Je vous ai parlé de la commande en 30 minutes, c'est quelque chose, on était très longtemps le seul à le faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a beaucoup d'acteurs qui savent livrer les clients très rapidement. Donc voilà, un gros projet d'entreprise pour relancer la boîte et la remettre un petit peu sur les rails de l'innovation. Alors au niveau des contextes et des problématiques qui nous ont amené un petit peu à la création de cette plateforme data, pour planter un petit peu le décor, Chronodrive, c'est des équipes courtes et agiles, c'est quelque chose qui nous caractérise pas mal. Équipe courte, en data en fait, on est 7 internes en data, sans compter les prestataires, dont un IT ici présent, donc on est assez peu, et quand on se parle de 7, c'est 7 aujourd'hui, c'est une croissance récente assez forte. Donc ce qui nous amène en fait une capacité assez limitée à mener des projets d'évolution et en même temps à faire le maintien en conditions opérationnelles, à gérer notre run. Pas évident d'absorber un petit peu tous les reporting, tout le run, enfin tout ce qu'on a à traiter et derrière de caler encore de l'innovation. On a une forte proximité des équipes, notamment aussi par notre taille humaine, on va dire. On a une bonne connaissance des métiers de chacun. Personnellement, je suis au marketing, Christopher est à l'IT. On se parle tout le temps, on se comprend très bien, mais c'est aussi le cas d'autres services. Je comprends mon métier, je comprends le sien. Et comme ça, ça nous amène un petit peu à comprendre les problématiques de chacun et à mieux discuter ensemble. Et c'est aussi très simple parce que son bureau il est pas loin du mien, pour faire court. Au niveau de notre savoir-faire, on a une appropriation en fait des outils par les métiers et l'IT. C'est une entreprise historiquement assez technique où les gens ont souvent mis, peut-être plus que dans d'autres entreprises d'ailleurs, les mains dans les outils, se les ont appropriés, ont développé des choses, et du coup on a eu tendance à exploiter à fond en fait ce qu'on avait. On n'avait pas forcément tout ce qu'on voulait à ce moment-là, mais on l'exploitait beaucoup. Et enfin, on a une vélocité importante, une agilité, on pourrait dire. On veut en fait aussi rapidement délivrer des cas d'usage. Ça tient aussi du coup au projet de relance de l'entreprise. On a eu beaucoup de choses à faire un petit peu en mode quick win. Il fallait un succès en fait très rapide, répondre à une problématique très rapidement. Ce qui aussi du coup nous amène, c'est une contrepartie un petit peu négative, ce genre de choses, car en fait on a créé une dette un petit peu jamais remboursée. En allant très vite, certes on obtient le résultat qu'on voulait là maintenant, mais en même temps on continue à construire sur des fondations un petit peu chancelantes et on ne prend pas le temps finalement de bien faire les choses. Par exemple de bien documenter ce qu'on fait, de bien ranger sa chambre pour prendre une image. Alors, ce qui est aussi très important chez Chrono, c'est que du coup, avant la mise en place de toute cette plateforme data, QlikView était notre unique outil data, qui nous servait aussi bien d'outil de BI, ce qu'il est bien censé faire, mais aussi d'ETL, de data warehouse. Il nous servait un petit peu à tout. Alors, ça amène du positif, parce qu'on n'avait qu'un seul outil à maintenir. C'est une adresse, en fait. C'est assez simple, tout tourne autour de QlikView. Il n'y a pas 40 outils à connaître. On a une flexibilité, ça c'est lié aussi à la nature même de QlikView, de l'outil, qui permet en fait de le tordre pour traiter un petit peu le quotidien. C'est-à-dire qu'on s'est tellement aussi reposé sur QlikView pour un peu tout faire qu'on arrivait aussi un petit peu à tout faire avec QlikView et donc à tordre peut-être l'usage initial qu'on lui avait prévu pour traiter un petit peu tout au fil de l'eau. Une vélocité de mise en œuvre parce que du coup c'est un outil qui est quand même plutôt bien connu. On peut aller assez vite parce que justement il n'y a pas 46 choses à configurer dans tous les sens. C'est une adresse comme je disais. Et on a un outil qui est connu et maîtrisé par les équipes. Du coup, j'en parlais, du côté un petit peu technique de Chronodrive. C'est particulièrement du coup vrai pour QlikView, où on a pas mal de personnes capables de mettre les mains dedans, de coder des KPI, de faire un peu de script, d'aller au-delà de la simple consultation. Ça nous amène déjà un petit peu en fait un bémol, parce que si c'est connu par pas mal de monde, la vraie grosse expertise, elle a tendance des fois à reposer aussi sur quelques personnes un peu ressources, un peu clés. Ces personnes peuvent partir et du coup emmener un petit peu leur savoir avec eux. Et du coup, ça nous amène un petit peu à de la recherche. Qu'on a des données pas très bien documentées des personnes qui partent,
peut faire un peu d'ailleurs de spéléologie pour comprendre ce qui a pu être fait, décrypté, pour pouvoir construire des choses. Et du coup, ça nous amène à une maintenance qui est quand même complexe. Malgré tout, on a une seule adresse peut-être, mais vu que c'est construit par couches, par des personnes différentes, à des moments différents, sur quand même pas mal d'années, en fait, on a quelque chose qui, à la fin, peut être un petit peu difficile à comprendre quand on arrive sur la dernière couche et qu'on doit creuser pour comprendre un peu l'origine. C'est pas toujours évident quand on n'a pas la bonne documentation. Et ça, c'est vrai pour nos données et à la fois pour nos KPI, où telle direction peut, de son côté, coder je sais pas, un KPI de taux de rupture, côté approvisionnement, côté offre, un autre. Ils ne le calculent pas de la même manière. Qui a raison, pourquoi ils sont appelés de la même manière, etc. Pas mal de questions en fait à se poser avant de pouvoir bien exploiter la donnée. Ce qui n'est pas toujours évident et ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut justement l'exploiter, créer de la valeur ajoutée plutôt que passer du temps à comprendre. Là-dessus, on a aussi une certaine instabilité de tenue à la charge. Ça tient pas mal à notre architecture où en fait on a des serveurs qui plantent, qu'on se partage un petit peu entre les développeurs, mais aussi les personnes qui font de la consultation en mode un peu plus, on va dire. Où on a des serveurs qui peuvent planter, où il faut vite regarder un petit peu, ok, cette application-là, je vais l'ouvrir, elle va me prendre tant de mémoire, combien il m'en reste de dispo sur le serveur, bon, ça risque de cracher, il faut que j'en trouve un autre. Enfin voilà, on passait un petit peu de temps là-dessus. Puis du coup, le besoin un peu de découper ce qu'on fait des fois. On a de plus en plus de données, de moins en moins envie de tailler, parce que justement, on veut utiliser un maximum d'informations. Et des fois, ça nous a amené à pouvoir juste exécuter quelque chose, les découper en plusieurs étapes, ce qui rallonge le temps et rend plus difficile la maintenance. Ça nous restreignait aussi nos cas d'usage orientés innovation. On avait pas mal de volonté d'aller vers de la data science, notamment, de faire de nouvelles choses un petit peu que du reporting coup d'œil dans le rétro, on va dire. Et on était un petit peu limité par les capacités là-dessus, en tout cas out of the box, où il faut vite, en fait, sur QlikView, des connecteurs et du coup un petit peu de développement. Enfin, c'est pas évident forcément à maintenir. On n'avait pas les ressources là-dedans, donc pour faire de la data science, QlikView, ça reste aujourd'hui tel quel assez limité, en tout cas nous comment l'utiliser, et notamment aussi pour le traitement des entrées et sorties des flux hors chrono. Pour nous, récupérer de la donnée qui viennent d'autres systèmes, où pareil, il faut vite un connecteur, c'est pas toujours évident, mais aussi pour l'exposer à des partenaires. Et ça crée aussi des silos entre les métiers. Parce que justement, vu que tout le monde touche un peu, tout le monde a assez se débrouiller, chaque direction avait potentiellement tendance à bosser un petit peu de son côté, sans forcément communiquer avec les autres. Et du coup, le travail peut être fait plusieurs fois. Et comme je disais, pas exactement de la même manière. Donc, qui a raison? Enfin, on passe beaucoup de temps. Et après, pour ma partie plus personnelle, je peux aussi parler des silos entre les analystes. Où en fait, avant, en gros, on avait un outil QlikView qui servait à tout, un petit peu côté BI. On avait les analystes BI et les web analystes qui, eux, vont plus utiliser du Google Analytics. Et c'était vraiment deux mondes à part, qui ne se parlaient que très peu. On va y venir après. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui a quand même pas mal changé. Mais voilà, on avait des silos avec des gens qui communiquaient assez peu, qui refaisaient pas mal le travail, et du coup, qui limitaient aussi un petit peu leur vision. Je parle notamment pour les analystes, où c'est quand même dommage d'avoir d'un côté des gens qui étudient grosso modo du ticket de caisse, et de l'autre de la donnée de navigation, parce que tout ça c'est du parcours client, et ça a vocation finalement à être étudié de la même manière et au même moment. Ce qu'on veut, comme beaucoup chez Chronodrive, c'est une organisation data-driven. C'est quelque chose qu'on est déjà, et on veut aller encore plus loin là-dessus. Data-driven, c'est-à-dire qu'on veut permettre à chacun de comprendre, de piloter, et aussi d'anticiper son activité grâce à de la donnée fiable, pertinente. En fait, on veut la bonne info au bon moment pour prendre la bonne décision et pas autre chose, pas passer de temps à décrypter. Est-ce que j'ai le bon indicateur? Comment je me compare? Est-ce que c'est bien calculé? On veut vraiment donner toutes les clés pour finalement gagner un maximum de temps. Et pour ça, on doit connaître et maîtriser le patrimoine de données de l'entreprise, ce qui était un gros chantier au moment de la mise en place, et ensuite pour pouvoir exploiter facilement ce patrimoine de données, pour que les gens puissent rapidement avoir leurs informations, prendre les bonnes décisions, piloter leur activité, super important. Et c'est vraiment quelque chose qui est au centre. Chez Chronodrive, on se pose toujours la question de, on a une décision à prendre, on va d'abord regarder, prendre un petit peu d'informations avant de voir ce vers quoi on veut tendre. Pu connaître ça, vu voir ça ou entendre ça un petit peu par ailleurs, ou des fois c'est un petit peu l'inverse qui se fait, une décision est prise et ensuite on va regarder un petit peu les données pour éventuellement justifier d'ailleurs la décision.
Pour ça, on a noué des partenariats ambitieux hein, pour atteindre tout ça. Le premier avec le groupe Alibaba, qui concerne en fait la mise en œuvre d'une plateforme de data science sur Alibaba Cloud et le développement d'algorithmes prédictifs pour notamment agir dans un premier temps sur le client, sur l'activation client, sur la connaissance client. Ensuite, l'autre partenariat de taille, c'est avec Values. Du coup, Values, entreprise qui travaille avec les entreprises du groupe Mullier. Là, on a mis en œuvre une DMP et aussi des algorithmes d'enrichissement de connaissances clients. En fait, en gros, on enrichit notre connaissance client via l'alliance Values avec des algorithmes, avec des scorings, avec de la réflexion aussi commune. Et aussi avec Auchan Retail Data, du coup, structure du groupe Auchan dédiée un petit peu à tous les pays. Chronodrive, on est considéré comme un pays. Et où on a mis en œuvre des algorithmes prédictifs et sur lesquels on échange aussi, avec lesquels, pardon, on échange aussi beaucoup. Je te laisse revenir. Donc sur les différentes étapes du projet, la première chose qu'on a fait, c'est un état des lieux. Il a fallu qu'on attaque très rapidement avec le projet Alibaba. Et donc, on a vite vu que ClickView, ça n'allait pas faire l'affaire. Notamment parce que ClickView a cette capacité à se connecter à différents outils et à capter de la donnée, à collecter de la donnée, mais n'a pas la possibilité de l'exposer facilement à l'extérieur. Donc, ce que vous voyez sur la gauche ici, c'est nos différentes sources de données, qui sont soit des outils qu'on a en interne et pour lesquels on peut adresser directement les bases de données, donc tout un tas de types, Oracle, SQL Server, etc. On a également des outils en SaaS qui nécessitent, là, malgré tout, des échanges de fichiers plats, parce qu'il n'y avait pas sur ClickView de connecteur API natif, et des outils extérieurs qui, là, nécessitent, encore une fois, des échanges de fichiers plats. Ça a nécessité chez nous la mise en place de tout un tas de bidouilles au niveau informatique, avec notamment des applications CLI qui utilisent des scripts CMD, des scripts PowerShell, des scripts VBScript, qui sont compliqués à maintenir dans le temps, parce que de plus en plus, on est amené à se connecter à des sources extérieures, et donc ça nous fait des scripts supplémentaires à maintenir à chaque fois. Au niveau du coup de ClickView, on vient dans un premier temps donc, collecter la donnée, la travailler, la stocker, puis ensuite la réexposer à nos partenaires en appelant, là, comme je l'ai dit, des scripts d'exposition vers l'extérieur, soit dépôt sur des serveurs FTP, majoritairement ça, mais également des envois de fichiers plats par mail. Donc ça, c'était pas possible. Dans le cadre d'un travail avec Alibaba, on a souhaité vraiment se professionnaliser pour, dans un premier temps, déjà se mettre au niveau du partenaire avec lequel on allait travailler, mais aussi pour nous assurer qu'on aurait une fiabilité des données mises à disposition, une fiabilité, une constance dans la mise à disposition des données, et nous assurer que tous les jours, les algorithmes qu'on souhaitait mettre en œuvre fonctionneraient parfaitement, et qu'on pourrait ensuite récupérer cette donnée, nous, pour déclencher des campagnes clients personnalisées, etc. Donc, très rapidement, on a décidé de mettre en place une plateforme transitoire. Il fallait, dans l'ADN de Chronodrive, on a quand même toujours cette volonté d'aller vite, et on ne pouvait pas se permettre de mener 6 mois d'études, 1 an d'études, avant de commencer à travailler. Et au-delà de ça, de toute manière, n'ayant jamais mis en place une plateforme data telle que celle qu'on souhaitait telle que celle qu'on va mettre en place et qu'on a mis en place et qu'on est en train de développer, il fallait déjà qu'on se forge des convictions. Donc pour ça, on a regardé ce qu'on avait sur l'étagère et on a commencé à monter quelque chose qui allait servir le besoin Alibaba pour pouvoir avancer, tout simplement, et commencer à se confronter à nos besoins, à nos problématiques, pour définir quelle allait être la cible ensuite à adresser. Donc, on avait à disposition un serveur Talend, un Talend 6.2 qui servait à des applications à communiquer chez nous en point à point. On avait la possibilité, puisqu'on est sur Azure, de monter très rapidement une base de données MySQL auto-managée. Et on avait Excel. Donc, on s'en est servi pour monter un serveur, un ETL, un data warehouse et un catalogue de données. L'idée, c'était de commencer aussi à, comme l'a dit Mathieu, référencer tout ce qu'on faisait, noter toutes les données issues des différentes sources,
documenter les flux, pour pouvoir ensuite derrière potentiellement basculer ça dans quelque chose de plus pérenne. Donc cette plateforme, cette architecture transitoire, elle ressemble à ça. On maintient la plateforme data historique qui continue à alimenter et la BI et nos différents partenaires. Mais en parallèle, on monte une plateforme qui est donc composée de 3 briques. Un ETL, ELT, ça dépend. Un data warehouse et donc nos plateformes de data science, Alibaba, Values, ARD et d'autres encore aujourd'hui, puisque au-delà des cas data science, on sert aussi d'autres partenaires qui sont alimentés quotidiennement. En parallèle de ça, donc on a avancé sur nos audits. Le premier état des lieux qu'on a fait, c'est celui de ClickView. Quelles sont les problématiques techniques qu'on rencontre avec ClickView? Quelles sont les problématiques fonctionnelles? Qu'on puisse, de manière à pouvoir être sûr de la décision et de l'orientation à prendre. Le deuxième point, ça a été une interview des métiers. Alors, on a regardé avec eux, bien sûr, les usages du quotidien, ce qui leur posait problème et ce qui les satisfaisait, mais également quels sont les usages qui aujourd'hui ne sont pas adressés pour des problématiques de limites techniques, mais également pour des problématiques de limites de compétences. On a historiquement un métier qui était tout à fait capable de mettre les mains à la pâte et de développer leurs propres algorithmes. C'est quelque chose qui a changé chez Chrono. Et on a des métiers qui sont de moins en moins disponibles déjà pour réaliser des actions techniques, mais également de moins en moins capables. Donc, il fallait qu'on trouve des outils qui répondent à cette problématique et qui soient pour eux clés en main. Ça ne veut pas dire que pour autant, cette responsabilité-là doit passer côté IT. On n'a pas l'ambition de faire x2, x3, x4 sur les équipes IT. Donc il nous faut des solutions qui ne génèrent pas davantage de run, mais qui pour autant soient suffisamment faciles à prendre en main pour que les métiers n'aient pas à leur charge ces actions supplémentaires. On a également fait un point sur l'architecture SI, puisque nouvelle plateforme data dit forcément intégration dans notre environnement. Et donc, il fallait qu'on voit comment est-ce que ce qu'on allait mettre en œuvre allait venir s'intégrer avec nos outils actuels. Et nous assurer que, et à l'instant T, on allait pouvoir communiquer, récupérer nos informations et maintenir tout ça avec un niveau de fiabilité, de stabilité parfait, en fait. J'allais dire acceptable, mais non, parfait. Et également, il fallait que cette base-là puisse correspondre à l'architecture SI du futur, puisqu'on est en train également de retravailler tout ce sujet-là. Donc l'effet marquant, c'est que ClickView, au gré de sa vie chez Chrono, c'était vraiment un outil qui était magique chez nous il y a quelques années, mais qui, au fil du temps, est devenu une source de frustration, et pour les métiers et pour l'IT. Parce que les métiers étaient de plus en plus limités par ClickView, ne comprenaient plus les données qu'ils avaient à disposition, ne savaient pas comment les utiliser, et c'est des choses qui étaient du coup dévolues à l'IT. Donc l'IT, par essence, n'a pas vocation à connaître sur le bout des doigts toutes les données des métiers qui sont censées être de leur responsabilité. Et puis parce que, au-delà du fait qu'ils soient censés maîtriser leurs données, on n'est pas, côté IT, en maîtrise fine de toutes les problématiques métiers. Côté IT, c'était aussi devenu une source de frustration parce que on passait de plus en plus de temps à maintenir l'outil en condition opérationnelle plutôt qu'à le faire évoluer. On jouait davantage les pompiers, finalement, que les architectes. Et ce n'était pas quelque chose de satisfaisant pour nous. Les données à disposition, au-delà des KPI, qui étaient méconnus parce que pas documentés, et comme l'a dit Mathieu, avec des règles de calcul qui pouvaient différer d'un KPI à l'autre, alors que derrière, on retrouvait exactement le même nom, sans pouvoir justifier d'une vérité finalement, puisque entre deux règles de calcul, les deux se valent, et finalement c'est plutôt au métier de s'accorder sur la règle unique à maintenir. On avait même une méconnaissance des données en amont, au niveau des systèmes opérationnels. Et il nous faut aussi du coup faire un peu la lumière sur ces éléments-là pour pouvoir calculer efficacement les KPI derrière. Et du coup des cas d'usage qui étaient limités par la plateforme en place. Donc la conclusion, c'était que il nous fallait tout simplement une plateforme
une plateforme data qui corresponde à nos ambitions, mais également un nouvel outil de BI, que ClickView en l'état ne faisait plus l'affaire et qu'il nous fallait quelque chose au goût du jour. À ce titre, du coup, on a reposé complètement derrière notre partenariat avec Qlik. On s'est demandé si Qlik était toujours la cible ou pas. On a besoin également, du coup, de se réapproprier les données de l'entreprise de zéro, reposer vraiment, relister toutes les données dont on dispose dans les systèmes opérationnels et qui ont vocation à être utilisées, les documenter et à chaque étape de transformation, venir vraiment écrire dans le marbre les règles de calcul qui sont opérées et les raisons pour lesquelles on a fait ces choix à l'époque, de façon à ne pas se reposer la question dans 3 ans de « tiens, la règle de calcul c'est ça, mais pourquoi ?» Et le dernier cas, la dernière conclusion, elle n'est pas relative aux outils, elle est plutôt relative aux usages qu'on en fait. Comme je l'ai dit, ClickView, ça s'est construit par couches et la problématique de ce genre de construction, c'est vraiment la dérive vers laquelle on peut arriver et vers laquelle on était arrivé. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est une gouvernance transverse qui va avoir pour rôle de prendre les décisions à l'instant T, mais également de maintenir l'outil dans le temps. Donc, on a défini des normes, un cadre normé, pas uniquement au niveau des développements, mais vraiment au niveau des usages aussi, et une équipe donc Mathieu présentera tout à l'heure, composée de toutes les sensibilités, de toutes les directions de l'entreprise. Cette équipe, elle a pour vocation vraiment de prendre les décisions ensemble et d'acter le développement de nouveaux KPI, de nouvelles applications ClickSense, mais également, elle a pour rôle de pondérer les développements et les KPI déjà utilisés. C'est-à-dire que ce qu'on a développé là, ça a du sens à l'instant T. Pour autant, dans 5 ans, on voudra probablement suivre de nouvelles choses. Et d'anciens KPI qu'on avait développés n'auront plus lieu d'être maintenus. Il ne faut pas en fait que notre BI grossisse, sans jamais qu'on vienne décommissionner ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que l'objectif, et on en parlera, enfin je vais le répéter assez souvent, mais c'est d'être pragmatique, d'essentialiser et de ne pas noyer le poisson. Donc si on vient démultiplier les applications et les KPI, à un moment donné, on va recréer les écueils auxquels on est confronté aujourd'hui et desquels on essaye de se sortir avec un tout nouveau projet. Parfait, merci. Du coup, les premiers pas sur cette plateforme transitoire, Christopher en a parlé, on s'est vite dit qu'on avait besoin d'un nouvel outil de BI, et du coup, sans suspense, on s'est arrêté sur ClickSense. Alors pourquoi ClickSense comme outil de BI ? Déjà, premier point, ça va être d'un point de vue modernisation des reporting. On avait beaucoup de choses construites un petit peu sur ClickView. Du coup, on en parlait, des gens qui s'y connaissent un peu, mais qui ne sont pas forcément des experts de l'UX, etc. Et du coup, on a beaucoup de tableaux, gris sur gris, beaucoup d'indicateurs, des fois dans la même application. C'est un petit peu difficile de savoir où regarder. Là, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose un petit peu plus moderne, vers une exposition de l'information qui sera plus simple, plus rapide, bien plus orientée data vise. Préférer juste, encore une fois, la bonne info au bon endroit et juste ça. Le deuxième point, c'est que ça nous simplifie aussi la transition. On a eu une adaptation des équipes data, dans un premier temps, les premiers, on va dire, utilisateurs historiques de ClickSense, au nouvel outil très rapide, avec une très bonne adhésion. C'est assez simple de passer de ClickView à ClickSense. Déjà, ça ne nous nécessite pas d'implémenter un Data Warehouse tout de suite. Et on peut utiliser ce qu'on avait déjà sur ClickView, notamment nos données ClickView. Ça a été très facile en fait de passer de l'un à l'autre, en tout cas déjà pour nos équipes d'analystes ou côté un petit peu data science. L'outil nous apporte aussi de la facilitation, de l'ouverture. Tout de suite, en fait, dès qu'on a commencé à avoir des licences ClickSense, ça commence à faire sauter un petit peu des verrous qu'on avait, faire sauter un peu des limites. Et ça nous a simplifié tout de suite nos analyses exploratoires. Déjà par cette idée un peu de puissance de calcul, c'est un petit peu plus optimisé, mais aussi de l'ouverture. Très simple de faire une connexion avec un Google BigQuery, même sans aucune connaissance, et du coup vide finalement de croiser les données de son système avec des données externes, avec avec plein d'autres cas, et ça nous a grandement aidé, et ça nous a aussi ouvert l'esprit sur, on s'en parlera après, mais sur d'autres sujets, plus sur la data science aussi.
Et enfin, et important, l'amortissement de la plateforme en fait via le projet data sharing dont on va vous parler après, co-construit avec Decideum en fait qui nous permet de monétiser la donnée auprès des fournisseurs via une application directement à destination des fournisseurs eux-mêmes qui nous permet en fait d'amortir directement le coût de la plateforme. Donc ça c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant pour nous. C'est hyper important ce que Mathieu vient de dire sur cette plateforme de data sharing, parce que ce qui est souvent compliqué, en fait, c'est un peu du shadow IT ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on redéfinit des couches qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui ne vont pas apporter de valeur immédiate. Et c'est des projets qui souvent coûtent cher et prennent du temps. Arriver tout de suite avec une solution qui rentabilise le projet, dès la première étape, ça facilite ensuite beaucoup les discussions avec le codir. Clairement. Et c'était vraiment été l'idée, hein, ce qui nous a guidés sur toute la plateforme data, c'est de pas juste faire un projet IT pour l'IT, mais à chaque fois d'accompagner toutes les étapes d'objectifs métiers, d'impact business, commercial, tangible. Et alors du coup, le premier cas d'usage, ça amène à ça qu'on a traité, c'est l'anti-churn. Alors le churn, c'est l'attrition, c'est-à-dire les clients qui commencent un petit peu à ralentir et où en fait ils sont sur le chemin, on va dire, de la sortie du fichier client. Ils commencent par exemple chez nous un petit peu moins commandés, à venir un petit peu moins souvent, et c'est les signaux faibles du départ du client en fait. Et via notre partenariat avec Alibaba, on a développé, ils ont développé un algorithme du coup pour identifier un petit peu ces clients. Et le but derrière, ça va être un petit peu de les animer. Alors du coup, on avait deux objectifs, à la fois technique et métier. Alors pour technique, c'était de livrer un premier algorithme Alibaba, de faire nos preuves un petit peu sur ce partenariat, tout en continuant de se forger une conviction sur la plateforme data cible qu'on voulait. Parce que là, on savait qu'on était sur une solution plus transitoire. Et alors je vous disais, on a aussi des objectifs métiers, commerciaux, où là, clairement, c'est pas juste d'avoir quelque chose qui fonctionne techniquement, ça nous sort un score, on récupère des fichiers et c'est top. Non, on voulait avoir un impact sur notre fichier client, améliorer notre taux de rétention, c'est-à-dire diminuer finalement la perte client de notre fichier, tout en pilotant finement les performances et mesurer ce que ça nous apporte de façon incrémentale. Et tout ça pour aussi maintenir une vision orientée ROI. Très, très important aussi là-dedans, dès le début en fait. Je vois que c'est que des 1 dans la presse. Mais 3 besoins identifiés un petit peu principaux pour atteindre ces objectifs. Le premier, ça va être de centraliser, de consolider des données qui viennent de différents systèmes opérationnels. On a pas mal de choses en fait, où on doit faire converger un petit peu tout ça pour les exploiter. Justement, les exploiter dans le cadre d'une démarche d'animation client automatisée. C'est-à-dire qu'on veut identifier des clients en perte de vitesse, mais on veut aussi automatiquement déclencher une action commerciale pour les animer. L'envoi d'une newsletter, d'un bon d'achat, on a tout un parcours. Et enfin, on a vite aussi le besoin, c'est montré en interne, de créer un petit algorithme parallèle pour en fait permettre de mesurer ce que nous apportait Alibaba aussi, en comparant les deux, mais aussi tout simplement à commencer à tester un peu notre capacité en interne, parce qu'on voulait commencer à avancer sur des sujets de data science et à accélérer là-dessus. Alors du coup, le bilan un petit peu, déjà comment ça s'est passé, ce cas d'usage au niveau des solutions retenues, c'est Christopher en a parlé tout à l'heure, du coup on est sur un Talend 6.2 avec une base de données MySQL qui sert à alimenter notamment le calcul chez Alibaba, un catalogue de données Excel et ClickSense. ClickSense, pour la partie, je vous en ai parlé, on a voulu développer un algorithme en interne. Et en fait, ça, on l'a fait très vite. Nous, on s'est dit, bon, ok, on va développer un truc. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sous la main? Pas grand-chose. Et on avait un besoin d'aller très vite. On parlait de vélocité tout à l'heure, on avait besoin d'aller très vite. Donc, pas forcément de temps de mettre en place une plateforme de data science complète. Et vite, en discutant avec Decideum, on s'est arrêté sur sur ClickSense, avec une extension qui nous permet d'exécuter du code Python directement dans ClickSense et du coup d'avoir finalement un algorithme qui est capable d'être rechargé, de tourner tous les jours, d'être rechargé automatiquement et d'alimenter d'autres systèmes. Les résultats du coup de ça, c'est très positif comme bilan, nos objectifs sont atteints, on a eu le POC, mais maintenant même carrément le parcours qui est live, c'est-à-dire qu'on arrive à automatiser la détection de nos churners, donc nos clients en perte de vitesse, et à tout de suite déclencher un parcours d'animation en plusieurs étapes, avec pas mal de choses dedans, automatisé, qui nous apporte du coup un impact business.
on voit effectivement un impact positif sur la rétention, on retient mieux des clients, le tout avec une vision toujours rentable. Et cerise sur le gâteau, en plus, on a eu de bons résultats de notre solution maison qu'on avait à la base juste fait un petit peu aussi comme ça en point de comparaison, hein, finalement, par rapport à l'algo d'Alibaba. On s'est non seulement rendu compte qu'elle avait des bons résultats, mais surtout qu'elle était complémentaire, en fait, avec la solution d'Alibaba. Decision nous a bien aidé à la construire, notamment Charles, Michael, que j'ai croisé, et ça, en fait, ça nous permet d'avoir, on cible pas exactement les mêmes clients, par exemple, par rapport à Alibaba, et on a deux choses qui vivent très très bien ensemble. Donc le bilan de tout ça, c'est que on a une solution fonctionnelle, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, elle reste peu performante, hein, notamment parce qu'elle repose sur une base de données MySQL, des choses qu'on a fait aussi, encore une fois, assez vite. Il y a une certaine instabilité dans les flux où on doit quand même pas mal monitorer. Mais bon, ça fonctionne, clairement. Ensuite, on a besoin de casser les silos entre les solutions, d'avoir une partie côté Alibaba Cloud, une partie chez nous, du ClickSense. Voilà, on a besoin un petit peu de centraliser pour tout ça, pour mieux le maintenir, hein, parce que je parlais de complémentarité entre les solutions. Du coup, ça nous permettrait d'aller un cran plus loin là-dedans. Et enfin, on s'est vite dit qu'on allait avoir besoin aussi de quelque chose de plus véloce et de plus pérenne, parce que de plus en plus de cas d'usage, de plus en plus de données. Là, on est finalement sur quelque chose, on va dire, entre guillemets, de assez simple, mais qu'on pouvait partir sur des volumes bien plus importants, des besoins bien plus forts, potentiellement même des choses à terme en plus ou moins en temps réel. Et du coup, pour ça, on avait besoin de quelque chose de bien plus robuste et sur lequel on peut plus facilement construire notre avenir. Donc vers la cible, ça c'est après 6 mois d'expérience avec les outils qu'on avait à disposition, la plateforme qu'on a retenue. Donc ce qu'on voit, c'est un ETL, plutôt ELT, qui tourne sur Talend 7.3, qui est hébergé chez nous aujourd'hui, donc en on-premise. Une plateforme Snowflake, qui nous sert initialement de data warehouse, mais dont les usages sont bien plus larges et qu'on commence à exploiter aujourd'hui. Une BI qui est sur ClickSense et qui est également hébergée on-premise. On retrouve du coup Talend qui se charge de toutes les interactions avec nos partenaires externes. Donc c'est plus, comme c'est le cas aujourd'hui, ClickView qui pousse les flux et qui les tire. Et Talend qui se charge aussi du coup de pousser des données à nos outils de data science. Alors c'est pas exactement vrai dans tous les cas. On a développé, Alibaba a développé un connecteur JDBC pour venir se connecter directement à Snowflake. On a développé aussi notre propre plateforme de data science qui tourne sur Azure Machine Learning et qui se connecte également en direct à Snowflake. Et donc, Talend également comme unique point d'entrée et d'échange avec nos outils internes. Donc cette plateforme-là, elle est construite. En revanche, le déploiement est en cours. Et donc les deux que je vous ai montrés précédemment coexistent encore avec celle-ci. Le Snowflake qui va être d'abord l'organisation de ces outils ensemble. Dans un premier temps, on retrouve Talend en tant qu'ordonnanceur. Son rôle, c'est vraiment de déclencher les flux. Donc tout d'abord les flux Talend qui sont marqués ETL mais qui sont enfin en ELT. Et lorsque les données vont être extraites et intégrées dans Snowflake, Talend va lancer un appel à Talend pour exécuter les jobs de transformation au sein de Snowflake. Donc, en fait, dans Snowflake, on utilise essentiellement sa capacité de stockage et sa force, sa vitesse de calcul. Les requêtes en tant que telles sont portées par Talend et c'est Talend qui joue les requêtes au sein de Snowflake. Lorsque la partie transformation de Talend va donner l'information à la partie ordonnanceur que les données sont prêtes dans Snowflake, il y a un ordre qui part à ClickSense pour venir tirer les données et les injecter dans ClickSense et ensuite mettre en place toutes les différentes étapes de calcul jusqu'à la restitution. Donc, on va retrouver différents rôles en fait, dévolus à ces briques. Talend, vraiment, son rôle, ça va être soit d'échanger des flux point à point, soit de tirer les données et de les stocker dans un premier temps sur un Azure Blob Storage. Le fonctionnement de Snowflake fait que, Hugo pourra vous en parler bien mieux après, mais en fait, quand
quand vous appelez un engine, en fait, Snowflake appelle ça des warehouses, je ne sais pas pourquoi, c'est des machines. Cette machine, en fait, vous allez payer à partir du moment où la machine va se mettre en route et jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. La durée minimum de fonctionnement d'une machine, c'est 1 minute. Donc ça veut dire que vous n'avez aucun intérêt à lancer 10 ingestions qui vont prendre chacune moins d'1 minute, sauf si vous les faites successivement. Donc si vous attendez à chaque fois que le warehouse s'éteigne, que vous le rallumez et que vous le relancez, vous allez payer à chaque fois 1 minute. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par une étape de blob storage, donc tout simplement un serveur qui va conserver nos fichiers dans différents formats, CSV, JSON, etc. Et lorsqu'on aura tout un périmètre de données complet disponible, on ingère tout d'un coup dans Snowflake. Et là, on commence nos étapes de transformation pour ensuite déclencher à la fin aujourd'hui, puisque c'est ClickSense qui pilote le développement de nos applications et la mise à disposition de nos données, pour ensuite venir alimenter la BI. Comment est-ce qu'on a organisé Snowflake? Puisque là, c'est vraiment le cœur du réacteur. On a scindé notre base de données déjà, Snowflake en tant que tel, en 4. Donc avec des bases de données de dev, de pré-prod et de prod, qui sont toutes indépendantes, et une base de données laboratoire qui sert aux data analysts et aux data scientists, sans venir impacter et les étapes de développement ni la production. Au sein de chacune de ces bases de données, on retrouve 4 schémas. Un schéma ODS, donc qui sont les données extraites en 1 pour 1 depuis les sources de données. Ce qu'on faisait sur ClickView, c'est qu'on opérait les transformations pendant le transfert, peut-être des fois même, enfin pas peut-être, c'est certainement, directement au sein des systèmes opérationnels qui exposaient des vues plutôt que directement les tables. Donc soit les bases de données opérationnelles nous poussaient des vues, soit on jouait des requêtes qui transformaient les données pendant le transfert. Ce qui fait que déjà, si dans votre source de données vous avez une erreur, vous ne pouvez pas être certain que c'est un problème au sein du système source ou un problème au niveau des calculs pendant le transfert. Donc là, la question ne se pose pas, on est en 1 pour 1, et on sait que tout ce qu'on a dans la base de données correspond strictement à ce qui est disponible dans le système opérationnel. On a ensuite une étape qu'on a appelée la factory, qui est une étape de transformation, mais dans laquelle on va simplement nettoyer et homogénéiser la donnée. On va retrouver dans nos différents systèmes opérationnels, et parfois même au sein d'un même système opérationnel, différents noms pour nommer une même donnée. Sur notre base de données web, par exemple, il y a au moins 4 manières différentes de nommer l'identifiant client. Bon, c'est pas évident. Si on n'a pas la connaissance du système opérationnel, autant dire qu'on ne s'y retrouve pas. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, maintenant, le nom de l'ID client, c'est user ID, quelle que soit la base de données, quelle que soit la table qu'on est en train d'interroger. Ce qui veut dire que Mathieu, data analyst, il sait que quand il manipule une donnée qui s'appelle user ID, c'est toujours l'ID client. Au sein de nos différents systèmes opérationnels, on peut retrouver des variantes de ce user ID. Il y en a un, par exemple, qui préfixe par un C. Et bien ça, on vient l'enlever, de manière à ce que, quand on va venir joindre le user ID issu du web et issu de l'ERP, il n'y a aucune transformation à opérer pour l'utilisateur. Les deux soient joignables. Et c'est aussi hyper facilitant parce qu'on sait que quand on se retrouve avec une donnée qui s'appelle Item ID, Shop ID, n'importe quoi, dans 2 tables différentes, c'est une clé de jointure. C'est une clé de jointure, elle a le même nom, elle a la même définition. On va retrouver ensuite la partie Hub. Juste un dernier mot sur la partie Factory. On renomme aussi les tables. On renomme les tables de manière à pouvoir identifier la source, donc le nom ERP underscore, web underscore, WMS underscore. On sait d'où vient la table, on sait ce qu'elle contient. Donc celle qui contient les clients va s'appeler web underscore user, web underscore item. Et en face, le ERP underscore item contiendra les données d'articles, mais du coup d'évolus, issus du système ERP. Donc ça aussi, ça nous permet grandement de nous faciliter le travail de recherche et d'analyse. Dans le hub, ensuite, on vient opérer toutes les transformations plus complexes et les agrégations. C'est là qu'on casse les silos entre les systèmes opérationnels. Mathieu l'a dit tout à l'heure,
c'est très compliqué aujourd'hui sur QlikView de venir concilier les données issues de différents systèmes. Et pour autant, quand on est dans BigQuery, enfin, quand on est dans GA, pardon, et quand on est sur des données de tickets de caisse, ça fait sens en fait d'analyser tout ça ensemble. Et c'est là qu'on vient vraiment casser ce silo. On pousse des modèles de données prêts à l'emploi pour la BI. Alors là, en l'occurrence, c'est la BI parce que je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la BI qui pilote la mise à disposition des données et l'alimentation du data warehouse. Mais l'ambition, l'enjeu de cette plateforme, c'est pas uniquement d'alimenter des besoins BI, c'est bien d'alimenter aussi tous nos besoins data science, etc. Donc pour l'instant, on alimente le data warehouse avec ça, mais au fil de l'eau, on va forcément servir de nouveaux cas d'usage. Et on retrouve une base work, un schéma work, qui va contenir finalement nos tables de calcul intermédiaires qui nous permettent déjà de nous faciliter la vie pendant les calculs, mais aussi si jamais on se retrouve avec des données qui ne sont pas fiables dans le hub, de pouvoir regarder les différentes étapes que la donnée a traversées pour identifier la problématique. Dans le lab, alors plutôt là pour vous, on retrouve le work ne sert à rien, on ne l'a pas mis. En revanche, on a un espace sandbox. Donc le lab, c'est une base de données qui tous les jours est clonée depuis la prod. Donc je vous laisserai parler avec Hugo si vous voulez avoir plus d'informations sur le clonage. Mais en gros, en quelques secondes, on réplique, donc nous en l'occurrence, les schémas ODS, Factory et Hub, et on écrase le lab avec ça. Ça prend quelques secondes. Alors qu'on a, je sais, aujourd'hui on est 1 Tera de données, 1 Tera 4. Et la sandbox, en revanche, c'est un espace qu'on n'écrase pas, dans lequel les data analysts et data scientists peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent répliquer la donnée depuis le hub, ils peuvent envoyer de nouvelles données issues de sources extérieures, ils peuvent faire tous les travaux qu'ils veulent, soit pour préparer un besoin à industrialiser, soit pour travailler un cas d'usage ponctuel qu'ils pourront ensuite mettre en forme sur ClickSense s'ils le veulent. Parce que, donc je l'ai montré tout à l'heure, ClickSense est branché en direct sur la prod, mais également sur le lab. La factory et la dev, en revanche, restent au sein de Snowflake. Et ça, je me permets juste. Et ça, pour nous, le lab pour les équipes data analyst, data science, c'est génial. Hein, clairement, on nous ouvre les portes du magasin de jouets. Et on l'a vu, en gros, on met pas mal de cadres, en fait. Hein, c'est un des principaux sujets, mais en même temps, on met pas de limites. Le but, c'est pas de freiner les gens. C'est justement, au contraire, de faire gagner du temps pour faire plus de choses. Et ça nous permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut, sans prendre le moindre risque, ce qui n'était pas le cas avec l'architecture data initiale. Et du coup, tout ça, ça s'appuie sur une base de données MySQL qui contient tous nos paramétrages. Ce qu'on a voulu aussi, c'est gagner du temps côté IT. On ne veut pas passer une demi-journée en dev à chaque fois qu'on a besoin de rajouter une table issue d'un système opérationnel. Donc, on a développé des connecteurs pour chacun de nos systèmes opérationnels. Et aujourd'hui, si demain on a besoin d'une table supplémentaire issue du web, par exemple, c'est une ligne. On rajoute une ligne dans notre base de données MySQL et à la prochaine exécution, on aura une table supplémentaire dans l'ODS. Alimenter la factory, c'est pareil. C'est simplement venir dire, issu de cette table de l'ODS, tu me tires toutes ces colonnes-là, voilà le nom que tu dois leur donner et voilà le nom de la table. Et c'est tout. Ça ne nécessite aucune connaissance en développement. Initialement, oui. Maintenant, c'est quelque chose d'industrialisé. Et on peut se concentrer sur le hub. Le hub, là où on a besoin vraiment de porter nos efforts. C'est un gain de temps énorme en développement. Ces différentes règles, il y en a plus que ça qu'on a travaillé. On les a, nous, travaillés en interne. On a fait 8 ou 9 ateliers d'1 heure à chaque fois. On s'est fait accompagner de personnes de chez Decideum qui avaient déjà l'expérience de Snowflake dans d'autres entreprises. Et on a travaillé avec Hugo également pour s'assurer que ce qu'on faisait correspondait bien aux bonnes pratiques, en tout cas à des bonnes pratiques soutenues par Snowflake, et que ça avait du sens ensuite, et que ce serait facile à maintenir dans le temps. Côté ClickSense, c'est là aussi où on souhaitait revoir un peu ce qu'on faisait, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'outil n'est pas QlikView, n'est pas une problématique en soi. C'est vraiment l'usage qu'on en a fait qui, à terme, nous a amené des problèmes.
Donc on a souhaité aussi reposer une organisation autour de ClickSense. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour répondre à nos objectifs, casser les silos entre les métiers, faire en sorte qu'on puisse dans le temps maintenir l'outil. Donc on s'est dit, finalement, à quoi ça sert la BI? À prendre des décisions. Pour prendre des décisions, est-ce que j'ai besoin d'avoir tous les jours sous les yeux toutes les données de toute la boîte? Est-ce que pour savoir, pour connaître mon chiffre d'affaires de la veille, j'ai besoin d'avoir une application de 3 gigas? Non, a priori. Par contre, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir un aperçu le matin, 360 degrés de tout mon périmètre. Globalement, j'aime bien l'analogie avec le tableau de bord d'une voiture. J'ai besoin de savoir à quelle vitesse je roule, combien d'essence il reste dans le compteur. Quand je démarre, j'ai des voyants verts qui s'allument. Bon, c'est bien. Si j'ai un voyant orange, je sais qu'il va falloir que je vais pouvoir rouler un peu, mais je vais quand même devoir me soucier d'un problème dans pas trop longtemps. Si j'ai un voyant rouge, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et je vais au garage. Et c'est la même chose en fait. Ça veut dire qu'on a besoin, donc là on recrée des silos par direction parce que chaque direction a quand même des besoins qui lui sont propres, mais j'ai un besoin, j'ai un aperçu 360 de mon périmètre via une seule et même application. Je n'ai pas besoin d'en ouvrir 3, 4, 5, j'en ouvre une et je vois tout ce qui se passe et qui me concerne. Je me compare forcément à des objectifs pour que je puisse dire si mon indicateur est vert, orange ou rouge, il faut que je sache à quoi le comparer. Donc si un indicateur n'a pas d'objectif, il n'a pas de valeur. Et donc on ne le met pas. On a cette notion d'alerteur, donc une première page dans laquelle je vais pouvoir retrouver tout de suite. Attention, tu es en retard sur ton chiffre d'affaires. Au global, sinon, ton chiffre d'affaires est OK, mais tu as 2 magasins qui sont en difficulté. Et quels sont ces magasins? Et tu sais que tu dois te concentrer sur ces magasins dans tes prochaines analyses et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aux objectifs et surtout quels sont les leviers qui vont te permettre de combler cet écart. Et donc focus sur les données intéressantes, c'est ce que je viens de dire. J'ai des magasins qui sont en difficulté, je ne te donne pas la liste de tous les mags, à toi de chercher. Je te donne uniquement les 2 qui te concernent. Les 30 applications d'analyse, donc là, elles sont mutualisées. On les développe avec les métiers qui sont intéressés par elles. Et les applications d'analyse, leur rôle, c'est vraiment d'expliquer les KPI. J'ai identifié que j'avais des KPI, qui étaient bons, mauvais ou pas. Dans les applications d'analyse, je comprends pourquoi est-ce que mon KPI est vert, orange ou rouge. Et je peux mettre en évidence uniquement ceux qui sont rouges, si ça a du sens, parce que le volume de données à traiter est trop important. Et enfin, surtout, on identifie quels sont les leviers qui nous permettent d'agir. Et on retrouve enfin les boîtes à outils. Donc les boîtes à outils, ça correspond à des usages qu'on avait de ClickView qu'on n'a pas su reporter ailleurs. Parce que ça n'avait pas de sens, en fait, de les reporter ailleurs. L'objectif, dans ClickView, à certains moments, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la donnée, elle vient d'un peu partout. Elle est centralisée à un seul et même endroit. Et puis voilà, en fait, elle est là. Il n'y a aucune raison de venir reconstruire, par exemple, une application de gestion de l'inventaire en dehors de ClickView, alors que l'outil le permet. Et donc, ici, on a redéveloppé, pour chacune des directions, on a 8 tours de contrôle, vous notez, cette boîte à outils, parce qu'on a une tour de contrôle pour le codir. Donc, on va pouvoir retrouver, par exemple, la boîte à outils marketing, qui va embarquer une application de ciblage des campagnes marketing. Sur la base, je ne sais pas, des clients qui ont acheté du lait au cours des 15 derniers jours, je vais pouvoir créer un segment d'échantillonnage. Ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être rechargé tous les jours. Donc on utilise un composant ClickSense qui vient d'arriver et qui permet de recharger les applications à la volée, en fait, quand on en a besoin uniquement. Donc si elle sert une fois tous les 3 mois, l'utilisateur, en ouvrant l'application, la recharge. Ça évite de venir alourdir la chaîne de nuit. Et puis voilà, en fait, elle n'a pas besoin, comme je l'ai dit, d'être rechargée chaque nuit. Et de ça, par contre, on va en extraire un fichier qu'on va ensuite envoyer au site web pour création du segment. On a également développé avec Decideum une charte graphique et une charte ergonomique. Donc on a développé des normes de développement
mais on a également retravaillé tout l'aspect graphique. Donc là, vous voyez deux applications ClickView. On n'a pas mis les plus moches, hein, clairement. On a mis des trucs qui avaient été un peu travaillés, mais vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. C'est beaucoup de tableaux, parce que c'est essentiellement travaillé par des informaticiens. Et que, naturellement, on n'est pas bon en graphique. On ne sait pas s'y retrouver. Ici, on voit qu'il y a des filtres. Là, c'est des tableaux. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Donc, sur ClickSense, on a déjà travaillé une charte graphique. On a repris les normes de chrono et on a créé un thème qu'il suffit d'appliquer pour que tout soit respecté directement. Donc, c'est pareil. En termes d'effort, ça demande un peu de travail au début. Ensuite, c'est un clic. Et on a redéfini, pour que ce soit facile aussi pour les utilisateurs de passer d'une application à l'autre, on a redéfini des normes ergonomiques. Donc les filtres sont toujours à gauche. Donc je suis utilisateur, j'ouvre une nouvelle appli, je ne suis pas perdu, les filtres ils sont à gauche. En haut, j'ai la période analysée et j'ai la date de dernière mise à jour. Voilà, c'est à peu près tout. Mais de manière générale, ça simplifie déjà pas mal le quotidien par rapport à avant où on pouvait en retrouver un peu partout. Et on essaye sur la première page, sur la première page, on met un glossaire, quels sont les KPI portés par l'application, quelle est leur définition. Sur la deuxième page, on donne un aperçu de tout ce qu'on va trouver dans l'application. Donc on va retrouver essentiellement des KPI et des alerteurs. Et ensuite, onglet par onglet, on va rentrer de plus en plus dans le détail des KPI. Du coup, on en a parlé aussi, il a fallu mettre en place une gouvernance data, Christopher en a parlé au début. Et ce sur quoi on s'est arrêté, en fait, c'est la mise en place d'une équipe data transverse. Du coup, bon, les objectifs de cette équipe, ça va être de placer les métiers au centre de la démarche, donc vraiment pour les impliquer, mais dès le début, hein, finalement, vraiment les mettre au cœur, afin aussi de gagner en efficacité et en pertinence, d'avoir des choses taillées par le métier pour le métier aussi, hein, en quelque sorte, et de répartir un petit peu les responsabilités et la connaissance. Ne pas tout faire reposer sur l'IT et ou sur l'équipe data, mais aussi sur les équipes offres, approvisionnement, merchandising, etc. Cette équipe, comment on l'a composée? On a deux product owners, un product owner plutôt IT, technique, et un autre métier, et 15 porteurs métiers transverses. Et en fait, c'est des gens qui sont choisis, ils sont représentants de leur direction, il peut y en avoir un ou deux, grosso modo, par direction. Ils ont forcément une bonne connaissance du métier pratiqué au sein de leur direction. Ils ont aussi été identifiés pour avoir une certaine appétence data, une certaine culture. Et derrière, en fait, cette équipe, ses missions, ça va être tous ensemble, de façon vraiment collaborative, de prioriser l'évolution de la plateforme, c'est-à-dire de décider tous ensemble quels sont les chantiers les plus importants et comment les ordonnancer, d'accompagner aussi efficacement les collaborateurs, en fait, par leur statut de porteur. Ils vont avoir une vision tout de suite assez transverse et une bonne culture. L'idée, c'est de la diffuser aussi, finalement, dans cette société et d'augmenter un petit peu la culture autour de la donnée. Ça va être aussi de capter et de piloter les besoins et leurs évolutions en discutant au sein de leur direction, de comprendre qu'il y a quand même un truc qui ressort. Est-ce qu'on n'a pas un besoin à créer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire évoluer pour faire gagner du temps? Et du coup, après, en parler tous ensemble pour voir comment on mutualise, comment on agit, comment on priorise. Et enfin, ça va être de faciliter aussi la conduite du changement. Clairement, ces porteurs, ils ont aussi un petit peu le rôle de fer de lance. Ça va être les premiers utilisateurs de la nouvelle plateforme data, de ClickSense. ils ont un peu une tâche d'évangéliser finalement la donnée et de diffuser vraiment la culture au sein de l'entreprise à tous les niveaux. Du codir jusqu'au magasin, mais vraiment à tous les niveaux, de mettre la donnée au cœur. Et ça, c'est hyper important pour nous d'avoir une équipe comme ça, transverse, de ne pas, par exemple, avoir créé, on aurait pu se dire, créer une direction ou quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, c'est pas ce qui a été retenu. Hein. L'idée, c'est vraiment de mettre les porteurs métiers au cœur de la démarche. Et du coup, au niveau, après, de l'organisation un peu plus concrète, comment on s'organise? En fait, les développements sont organisés en sprint, hein, de façon assez classique. Et les besoins, ils sont découpés dans des user stories où, en fait, quand on s'engage à aller dire, on va faire ce projet-là, l'issue de ce projet, ou même de ce lot de ce projet, c'est de satisfaire un besoin métier. Il faut qu'il y ait quelque chose qui aboutisse d'un point de vue métier, quelque chose
de tangible et d'utile, et autant que possible, d'aussi large que possible, enfin, qui touche pas mal de métiers. Et alors, comment on s'engage ou pas sur la réalisation de tels projets? En fait, c'est à la fois les porteurs métiers et techniques qui se croisent, qui discutent, et qui vont s'engager en fonction de leur capacité de traitement et de leurs priorités mutuelles. On va mettre un petit peu, on va croiser un petit peu la bande passante, les différentes priorités à moyen terme, à court terme, etc. pour mettre en commun un peu toutes nos capacités et ensuite tous ensemble un peu prioriser voilà, ce qui va apporter le plus de bénéfices aussi à l'entreprise, mais aussi des fois enfin, on est obligé de faire telle étape avant de faire telle étape, enfin, voilà, d'avoir un peu la suite logique. Alors ça nous apporte pas mal de choses de nous être structurés comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. C'est devenu un rendez-vous pour tous les membres de cette data team, comme on l'appelle. C'est devenu vraiment un rendez-vous important et ça nous a apporté pas mal de bénéfices. Alors déjà, on a un process qui est vraiment facilitant. On a des porteurs qui sont clairement identifiés comme clés d'entrée, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir potentiellement, je ne sais pas, dans les équipes appro, un prévisionniste qui avait des idées, mais il ne savait pas à qui allait parler avant. Il parlait à quelqu'un comme ça, mais sans trop savoir. Bah là, il sait dans sa direction qui aller voir, à qui en parler, et faire le lien du coup avec cette équipe data pour qu'après on voit tous ensemble. Ça a aussi amené de l'implication et de la réappropriation de la donnée par le métier, clairement, de mettre comme ça les porteurs métiers au centre, ça responsabilise, ça réapproprie, et ça a vraiment renforcé la culture data au sein de l'entreprise, où on se parle, c'est le dernier point en fait, en meilleure communication, mutualisation, on se parle beaucoup plus, on est beaucoup plus au courant de ce que les autres font, de ce qu'on peut faire ensemble, de ce qu'il n'y a pas besoin de faire aussi, hein, bien souvent, et du coup ça nous permet d'être finalement plus pertinent, plus efficace, parce que on voit les projets en fait de façon plus globale et on voit les interdépendances et la possibilité de mutualisation qu'on a en fait à chaque fois. Donc vraiment pas mal de bénéfices, c'est quelque chose dont on est content. Après on a rencontré quelques défis dans la mise en place de cette organisation. Déjà il a fallu tester et ajuster, on n'est pas arrivé tout de suite comme par magie sur cette organisation cible qui aujourd'hui marche bien, mais on a fait plusieurs petits ajustements, notamment sur les porteurs métiers, sur l'organisation des tâches, enfin voilà, des ajustements qui se sont faits, qui seront certainement à faire, parce que l'idée justement c'est pas non plus aussi de graver les choses dans le marbre et de s'adapter un petit peu au contexte, aux besoins, pour avoir quelque chose d'efficace qui aide les gens et pas quelque chose qui est juste là pour les contraindre et mettre un cadre et voilà, et suivre de près. Et aussi le point qu'on rencontre un petit peu au quotidien, c'est pas toujours évident du coup de trouver un juste équilibre entre le quotidien, la gestion du run, maintien en conditions opérationnelles, tout ça, et la vision cible. Ça peut, parce qu'on peut avoir plein de projets en tête, vouloir les faire, etc. Le quotidien vient vite aussi se poser avec ses urgences, ses impératifs, ses besoins à traiter. Donc c'est pas toujours, faut trouver le juste équilibre. Hein. C'est, je pense là-dessus où il y a un challenge assez intéressant. Néanmoins, nous aujourd'hui, on est quand même très satisfait de cette organisation qui nous apporte beaucoup. Sur les prochaines étapes, alors là on voit déjà un peu le passé. C'est un projet qui a commencé à mûrir dans les têtes et sur le papier depuis novembre 2020. Mais concrètement, entre le choix des solutions, les signatures des contrats, on a commencé notre premier POC fin juin, et on l'a déroulé pendant l'été. On en a profité aussi pour mettre en place un catalogue de données, donc qui fonctionne plus ou moins toujours sur du Excel, c'est sur du Sheets. Simplement, l'enrichissement des documents vient maintenant alimenter une application ClickSense. Cette application ClickSense, elle est hyper intéressante. Alors, ce n'est pas forcément pour venir retrouver la définition des données, parce qu'en fait, ces informations-là, on les retrouve dans le glossaire de chacune des applications, mais c'est plutôt, je suis utilisateur, je cherche une donnée, je ne sais pas où la trouver. Je tape le nom de la donnée en question, ou un nom que je pense être de circonstance, et j'ai la liste de toutes les applications qu'il apporte, avec la définition de chacune des applications en question. Et donc, aujourd'hui, on est à 6 applications déployées. En cible, dans le projet de bascule, on en a prévu 45, mais il y en aura beaucoup plus en fait, parce qu'on développe déjà des applications ad hoc. Donc, si je dois commencer à fouiller parmi la 60aine d'applications disponibles où se trouve mon KPI, je n'ai pas fini. Et on a fait l'init de Snowflake. Donc l'alimentation du périmètre de données
de base pour développer notre première appli de septembre. Donc ça, c'est de l'itératif, hein. On a aujourd'hui 6 applications déployées sur ClickSense. On en prévoit 13 à la fin du mois. Et l'objectif, c'est d'en sortir 45 d'ici à juin 2022. Donc, notre prochaine étape, c'est déjà de finir ce qu'on a commencé. On finit d'alimenter Snowflake, on finit de basculer ClickView vers ClickSense, et on décommissionne ClickView d'un point de vue utilisateur. Je l'ai dit, on a des flux qui transitent sur ClickView, donc ça ne veut pas dire couper ClickView tout de suite, parce que la deuxième étape, ça va justement être de reporter dans notre nouvelle plateforme data toute cette partie de flux. Parallèlement à ça, on va travailler sur d'autres sujets aussi. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Talend, des sujets de DQM notamment, donc Data Quality Management. On va vouloir suivre les différentes étapes de transformation de nos données. Donc ça, on le fait avec le data linéage au niveau du data catalogue. Pour autant, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur de fiabilité des données à ces différentes étapes. Donc, tout simplement des contrôles déjà de respect de format, par exemple. On pourra aussi tester des volumes. Hier, par exemple, on travaillait sur une application de stock et avec un contrôle basique, hein, on s'est rendu compte qu'on avait 1000 références par magasin. A priori, on a de la déperdition parce qu'on a 10 000 refs par magasin. Donc ça, je l'ai fait unitairement, mais il faudrait que ça puisse être automatisé. Un sujet aussi, du coup, de data catalogue industrialisé, parce que là, aujourd'hui, j'alimente moi des fichiers Sheets au fil des développements, mais c'est pas pérenne. Donc l'idée, ce serait d'avoir quelque chose de plus automatisé et potentiellement de modifiable par n'importe qui depuis un outil adéquat. Et ça n'apparaît pas là, parce que c'est surtout issu de discussions récentes avec Hugo et Sébastien. Mais des sujets de data sharing avec Snowflake, c'est hyper intéressant pour nous. Un sujet également, depuis peu, Snowflake permet d'exécuter directement sur la plateforme des algorithmes de data science. Et ça va nous intéresser aussi grandement. Donc c'est un sujet qu'on va probablement travailler, je dirais, T1, T2. Ça va arriver assez vite, oui. Et voilà. Je pense que ça fait déjà une roadmap pas mal chargée entre les nouveaux sujets et les décommissionnements des deux plateformes existantes. Je pense que la feuille de route 2022 est pleine. Les bénéfices et les difficultés. Donc déjà, le bénéfice qui saute aux yeux, c'est la performance. À titre d'exemple, j'aime bien le suivi CA, donc je vais me focaliser là-dessus. Aujourd'hui, pour extraire les données du chiffre d'affaires issu de notre ERP, il nous faut 2 heures à 2 heures et demie, parce qu'on opère des transformations pendant le transfert. Une fois que ces données elles sont dans ClickView, il nous faut 3 à 4 heures, quand ça va bien, pour les pousser à l'utilisateur. Donc au final, on a une chaîne qui prend entre 6 heures et 7h30, ce qui fait en moyenne 5 minutes par magasin, pour calculer le chiffre d'affaires de la veille, le comparer à son objectif, le comparer au réalisé de l'année d'avant, et faire l'agrégation à la semaine, au mois et à l'année. Aujourd'hui, il nous faut 3 heures pour extraire toutes les données de l'ERP dont on a besoin, donc pas uniquement le chiffre d'affaires, toutes les données de l'ERP, parce qu'on ne les transforme pas, et on ne récupère que les données de la veille, puisqu'on a déjà collecté le reste. Une fois que ces données-là sont extraites et intégrées dans Snowflake, donc 3 heures, il nous faut 5 minutes dans Snowflake pour les passer dans la factory, puis les pousser dans le hub. Donc quand avant il nous fallait 5 minutes par magasin, il nous faut 5 minutes en tout et pour tout là. Et une fois que ces données sont dans le hub, étant donné qu'elles sont extrêmement essentialisées et servent le besoin reporting, il faut environ 30 secondes pour les pousser dans ClickSense et recalculer l'application d'exposition. Donc la chaîne en fait qui reste incompressible, c'est la chaîne d'extraction-intégration, parce qu'elle est limitée par la base de données source et par le réseau. Mais une fois qu'on est dans Snowflake, quand avant il nous fallait 4 à 5 heures, il nous faut 5 minutes maintenant, 5 minutes 30. Donc l'augmentation de la ville, et ça par contre, je ne l'ai pas dit, mais c'est avec un Warehouse XS. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a différentes... Snowflake est très scalable en fait, et la taille XS
Et la plus basse, vous pouvez monter jusqu'à 4XL, je crois. Donc on est en XS, hein, ça prend 5 minutes. Donc l'augmentation de la vitesse de développement, avec tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir, on n'a plus rien à faire au niveau de l'ODS et de la factory pour pousser de nouvelles données. L'appropriation de la démarche par les collaborateurs, puisque là, on n'est plus sur un projet IT uniquement, on est vraiment sur un projet métier servi par l'IT. Donc l'intégration des collaborateurs à travers la gouvernance data notamment, c'est un énorme bénéfice parce que ça permet de donner de la visibilité au projet et de le prioriser dans la roadmap. Et enfin, les changements visibles en fait. Au-delà de ClickSense, mais c'est déjà un énorme changement, on délivre des choses beaucoup plus rapidement et qui apportent de la valeur. Et ça aussi, ça permet de promouvoir le projet. Les difficultés, en revanche, on ne va pas se le cacher, mais tout le monde n'a pas le même intérêt à mettre en place une nouvelle plateforme data. Tout le monde n'a pas besoin d'autant de données que les autres. Et donc, on a différents niveaux d'implication. Et forcément, ceux qui sont les plus impliqués sont ceux à qui on délivre le plus de choses et qui s'impliquent encore davantage. Donc, charge à la gouvernance data d'arriver à garder tout le monde motivé et tout le monde embarqué. Globalement, tout ce que je vais présenter dans les difficultés, c'est de l'ordre de la conduite du changement. C'est vraiment le gros sujet sur lequel il faut se focaliser pour assurer la réussite du projet. Donc le deuxième point, c'est les charges et les priorités du quotidien. On a plein de sujets qui arrivent et qui doivent être traités parallèlement. Donc on a des personnes qui vont se retrouver démobilisées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour traiter autre chose. Et il y a d'autres sujets, d'autres projets qui vont tomber. Le tout, c'est d'arriver, encore une fois, à montrer que ce projet-là est prioritaire, est important en tout cas, pour que il ne soit pas dépriorisé au profit d'autres. Ensuite, on passe d'un mode cycle en V où on livre quelque chose, je vais dire exhaustif, mais tout le monde sait qu'en fait, dans un mode cycle en V, ce qu'on livre à la fin, c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif, ça répond pas aux besoins, parce que entre le début du cadrage et la livraison, il s'est écoulé 3 mois. Et 3 mois, c'est quand ça va vite. Là, on passe sur un cycle itératif. Donc, Mathieu l'a dit tout à l'heure, on a testé différents modes d'organisation. On a aussi testé différents modes de livrable. Et là, vraiment, on est nous sur des cycles de 4 semaines d'un point de vue livrable. En IT, on est organisé sur des livraisons de 2 semaines. Et là, du coup, on va livrer les besoins petit à petit. On va construire les applications en plusieurs fois. C'est pas compris de tous. Il y en a qui nous disent c'est bien, mais en fait, sur ClickView, j'ai tout mon besoin, et là, tu me livres un tiers sur ClickSense. Je ne vais pas l'utiliser, ton truc. Le problème, c'est que s'il ne l'utilise pas, on ne voit pas les problèmes, on ne peut pas corriger ce qui doit l'être pour l'itération suivante, et donc on se retrouve avec un projet qui n'est testé qu'au bout de la 3e livraison, et on perd l'intérêt du cycle agile. Donc il faut arriver à faire comprendre ça. Enfin, j'en ai parlé, les données. Grosse complexité au niveau de la compréhension des données disponibles, et on passe beaucoup de temps à faire de la spéléo, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre les données qui sont à dispo, et surtout comment on doit les croiser avec celles issues des autres systèmes de données opérationnels. Donc ça nécessite aussi d'intégrer à toute cette démarche tous les responsables IT qui sont concernés. Parce que c'est eux qui ont la meilleure connaissance, mais surtout, c'est leur rôle à terme de maîtriser le patrimoine de données fourni par leurs applications. Donc ainsi, on s'évite que les personnes qui ont développé la plateforme deviennent des points de contention à l'avenir. On répartit vraiment la connaissance à tous les niveaux. Et le dernier point, on a développé sur ClickSense notamment, mais aussi avec Talend et avec Snowflake, tout un tas de normes et de processus. L'objectif aussi, c'est que ces normes vivent dans le temps, qu'elles soient adaptées aux besoins du quotidien et qu'elles soient respectées. On s'est dit qu'on avait amélioré la vitesse des développements. C'est aussi parce que quand on rentre dans le code aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de l'inception. On n'a pas besoin de comprendre comment le mec d'avant a réfléchi. Ce qu'il a fait, ça correspond à des normes. Et donc, elles ont été respectées. Si elles ont été respectées, c'est facile. Si en revanche, il a développé comme il l'aurait fait pour lui,
ça nécessite de se mettre à sa place. Et ça devient compliqué. Donc il faut s'assurer que ces normes soient respectées systématiquement. Nous, ça passe par la nomination d'un tech lead, qui est Charles là-bas, qui relie en fait chacun des développements, s'assure que par rapport aux normes qui ont été définies, on est dans les cases et qu'on peut envoyer ça en développement, en production, pardon. Ça facilite aussi le maintien en condition opérationnelle par les équipes de Julien qui sont là-bas, parce que d'une application à l'autre, on a développé de la même manière, et donc on peut se focaliser tout de suite sur soit la recherche de la problématique et sa correction, soit sur l'évolution. Et on ne passe pas une demi-journée juste à comprendre ce que fait l'application et comment elle fonctionne. Du coup, sur les conseils, alors on est encore, un peu jeune là-dessus, mais on peut, ce qu'on referait, ce qu'on ne referait pas, si on devait recommencer de zéro. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est ne faites pas un projet pour l'IT. C'est vraiment un projet pour les métiers, et il faut embarquer les métiers dès le début. Donc à la fois à travers, comme on a pu le montrer, des interviews pour comprendre quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, et définir avec eux la cible à atteindre. Si en plus de ça, les métiers sont embarqués dès le début, ils vont adhérer au projet, ça va faciliter la conduite du changement, et ça va faciliter la réalisation du projet et sa priorisation dans la roadmap. Être pragmatique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à délivrer de la valeur. On veut pousser des données qui vont apporter quelque chose au métier, qui vont leur permettre de réaliser un geste qu'ils n'étaient pas capables de réaliser avant. Donc, ça nécessite déjà de ne pas être trop dogmatique non plus. On a défini des process et des normes. Les process et les normes doivent servir un besoin, doivent servir une finalité. Elles ne sont pas là pour poser un cadre restrictif. Donc, elles sont amenées à évoluer. Et si jamais on se rend compte que ce qu'on a défini ne correspond pas à notre besoin réel, si c'est plutôt un frein que quelque chose qui nous est utile, eh bien on la change. Et enfin, aller à l'essentiel. On doit pousser de la donnée qui va servir le besoin. Donc si, dans les discussions, et je l'entends tous les jours, on me dit « ça, je pourrais en avoir besoin », non. Soit tu en as besoin, soit tu n'en as pas besoin. Soit tu en as besoin maintenant, soit tu en auras besoin dans 6 mois, et à ce moment-là, on peut le travailler maintenant. Si c'est un besoin hypothétique, ça va simplement retarder d'autres développements qui, eux, sont des besoins réels. Donc, si jamais, dans 6 mois, tu reviens et tu me dis « ça, j'en ai besoin », on l'intégrera dans 6 mois. Mais là, vraiment, tout ce qu'on doit livrer va servir un besoin existant. Et on ne noie pas le poisson au milieu d'un flot de données qui n'est pas utile. Ce qu'on met en évidence, c'est ce qui sert le besoin. C'est ce qui va apporter de la valeur au métier, ce qui va lui permettre de faire un pas de plus. Et tester, c'est hyper important. Nous, on l'a fait sur la partie technique parce que on n'est pas parti bille en tête sur des solutions. On a vraiment cherché à poser nos limites, nos besoins réels d'un point de vue outillage. Mais on a également fait des tests sur l'organisation. Au-delà de la partie juste data team, où on s'est même cherché au global au niveau de l'entreprise. Donc on a commencé à mettre en place une organisation métier IT décentralisée, complètement décentralisée. Au gré du projet, on est revenu vers quelque chose de centralisé, qui n'a pas fonctionné. Et là, on est reparti sur un mode hybride, qui pour l'instant nous convient bien. C'est pas pour autant que dans 6 mois, on ne va pas changer encore. Et on teste sans arrêt. On teste, pour vraiment se forger des convictions. Et le jour où on se prend un mur, on se pose la question de « Ok, comment on contourne ce mur ?» Donc, partez pas bille en tête et restez ouvert au changement. Et enfin, les apports de Decideum. Donc, dans un premier temps, Decideum, c'est l'entreprise qui nous a mis en relation avec les 3 partenaires. Ensuite, entre ClickView et ClickSense, on avait pas mal de maîtrise sur ClickView. ClickSense, c'était complètement nouveau pour nous. On s'est appuyé complètement sur les compétences et les connaissances de Decideum pour
mettre en place la nouvelle plateforme, donc déjà construire toute son architecture, installer l'outil et le configurer. Vous verrez, si vous êtes amené à mettre en place ClickSense, il y a des éléments qui ne sont pas évidents à maîtriser comme ça, sans avoir au préalable mis un peu les mains dedans. Donc c'est bien de se faire accompagner par des gens qui savent. Ensuite, donc la mise en œuvre et le maintien des normes, c'est pareil. Il nous fallait l'expérience d'une entreprise qui avait déjà travaillé avec d'autres entreprises avec ClickSense pour définir nos normes de développement et nos normes d'exploitation. La création de la charte graphique et ergonomique, je vous l'ai dit, moi je suis à l'IT, globalement la graphique et l'ergonomique c'est pas mon truc, donc c'était bien d'avoir quelqu'un dont c'était le métier. Et en plus de ça, donc c'est pareil, c'est Decidium qui nous a proposé Ludovic, qui est venu une demi-journée chez nous faire une formation à la Data Team, formation qui a été extrêmement appréciée. Donc vraiment, les gens maintenant sont sensibilisés à l'importance de l'ergonomie dans une application pour faciliter son usage et son adhésion aussi. Parce que vous avez beau avoir toutes les données qu'il faut dans une application, si elle est moche, si elle n'est pas pratique, personne ne s'en servira. La réalisation des développements, qui est à la fois portée par des développeurs Decidium en interne chez nous et par le centre de support Decidium. Et enfin, le maintien en condition opérationnelle de l'outil, qui est aussi assuré par le centre de support Decidium. Ouais, je peux ajouter aussi un petit peu au quotidien, hein. On a parlé de formation UX, mais aussi à ClickSense, hein, de nouvel outil, comment on l'utilise. Alors les formations un petit peu plus classiques, hein, où on se pose pour une demi-journée, 2 heures, je ne sais pas, pour apprendre des choses, mais aussi tout simplement au quotidien, quand on a des questions pour aller un peu plus loin. On s'est parlé aussi d'installation et de configuration. Bah, nous, ça a été, ClickSense, ça a été aussi d'aller un petit cran plus loin déjà, même que ce qu'on faisait de toute façon déjà avec ClickView, via l'installation d'une extension pour exécuter du code Python, on a parlé avec l'Anti-Churn, hein, qu'on utilise aujourd'hui en live. Donc en fait, c'est aussi ouais, un accompagnement un petit peu constant, je dois dire. On travaille aussi au quotidien avec des consultants Decidium en interne, ce qui nous facilite beaucoup les choses et qui nous fait progresser beaucoup plus vite. Voilà, on a terminé. En tout cas, merci à vous deux pour ce retour très riche. Moi, j'ai adoré le fait que vous partagiez un grand nombre d'aspects, que ce soit sur la gouvernance, l'organisation, la démarche, les cas d'usage, la technique. Donc, un grand merci à vous. Je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions-réponses. Alors, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité d'activer un chat, d'y poser les questions, et on va les parcourir ensemble. Dans un premier temps, je m'adresse au public présent ici au Grand Stade. Avez-vous des questions? Qui ose se lancer en premier? Ouais. Lucie, oui, fais pas partager le micro, très bien. Bonjour, Morad Elfassi chez Eurotunnel. Une question sur la partie hub dans Snowflake. Vous êtes parti sur un modèle normalisé ou dénormalisé? On est sur un modèle normalisé. Seulement, on n'a pas, encore une fois, on n'est pas dogmatique non plus, et on va retravailler en fait la structure de notre dataset en fonction des besoins qui sont émis. Bonjour, Laurent Boudet, CGI Finance. Vous avez parlé, je pense que c'est important en effet, de la définition du besoin. Qu'est-ce qui est important pour l'utilisateur et comment il peut qualifier son besoin. Et vous avez parlé aussi du lab, qui, je pense, est un moyen d'explorer et de définir le besoin. Qui sont les utilisateurs de ce lab? Comment vous êtes organisé par rapport à ça? Je te laisserai compléter. Les utilisateurs du lab aujourd'hui, c'est essentiellement les data analysts et les data scientists, en fait même uniquement, parce que ça nécessite d'avoir des compétences en SQL, tout simplement. Et comment ils communiquent avec le métier? Parce que le métier a aussi des besoins qui doivent être validés ou qualifiés. Oui, alors du coup, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est comment est-ce qu'on recueille les besoins auprès des métiers. Donc on les amène en fait au cours d'atelier à se poser, on leur demande de le faire en amont au maximum, mais on les amène au cours d'un atelier à se poser les questions autour déjà de quel est mon besoin. Donc vraiment c'est, je définis, j'écris des questions auxquelles mon application doit répondre. Une fois que j'ai écrit ces questions,
on identifie quels sont les KPI qui sont nécessaires pour y répondre. Et une fois qu'on a défini ces KPI, on commence à structurer l'application BI de manière à créer en fait notre première interface graphique, notre schéma de j'ai mes KPI, comment j'ai besoin qu'ils soient affichés pour répondre, encore une fois, à la question initiale. Ensuite, pour ce qui est donc de la validation par les utilisateurs non techniques, on ne leur demande pas de valider le modèle de données. Le modèle de données, c'est moi qui le crée en fonction des besoins qui ont été émis. Donc ça va aller jusqu'à les données qui vont être exposées, la granularité à laquelle les données vont être calculées et l'historique qu'il va falloir embarquer. Alors ça, je ne le fais pas tout seul dans mon coin. On travaille avec les développeurs qui sont amenés à bosser sur Snowflake, enfin Talent Snowflake et ClickSense pour s'assurer que ce que j'ai cadré en matière technique correspond bien, selon eux, aux besoins métiers qui a été émis et savoir si j'ai rien oublié dans le cadrage technique qui pourrait être ensuite un frein au cours des développements. Aux développeurs, du coup, on leur pousse l'application sur un espace ClickSense de pré-prod pour validation et de ce qui a été fait en respect du cahier des charges, mais également pour s'assurer que les données qu'on pousse sont, selon eux, correctes. Donc nous, on fait des contrôles préalables, mais malgré tout, on demande au métier de revalider ce qui est poussé avant mise en production. Ensuite, quand on est sur des aspects plutôt dans Snowflake, là, on s'adresse à des publics, donc plutôt comme Mathieu, data analyst, data scientist, qui savent déjà manipuler la donnée. Eux, ils travaillent plutôt sur la factory, en fait, plutôt que sur le hub, donc sur la donnée brute, à partir duquel ils vont, du coup, en totale autonomie, finalement, faire leurs travaux, faire leurs calculs, extraire des données, et ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, soit nous pousser ça pour industrialisation, soit répondre à des cas d'usage ponctuels, et donc du coup, qui ne nécessitent pas d'intervention de l'IT. Merci. Bonjour, Marine Gravelaine de chez Decathlon. Déjà, merci pour cette présentation très riche. Moi, je vais avoir plusieurs questions. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez parlé d'intégration de données dans ClickSense. En 30 secondes, via Snowflake, comment faites-vous? Et est-ce que vous faites des QVD? Et ma deuxième question, ce sera pourquoi pas ClickSense en SaaS? Oui, alors ClickSense en SaaS, déjà, c'est la question la plus facile. Aujourd'hui, il y a une politique chez Auchan qui est on ne va pas chez Amazon. Et ClickSense ne propose son SaaS que sur Amazon. Donc ça répond à la question. Si demain ClickSense propose un hébergement sur Azure, on se reposera complètement la question parce que notre volonté, c'est vraiment de limiter au maximum les travaux à réaliser pour maintenir la solution en conditions opérationnelles. Donc forcément, ne pas avoir à se soucier de la partie architecture, scalabilité, maintien des serveurs, ce sera un grand plus chez nous. Mais aujourd'hui, la politique de l'entreprise fait qu'on n'a pas le choix. Pour ce qui est du coup de la première question, j'ai parlé d'un tout petit cas d'exemple, c'est vraiment la partie suivi CA. Donc quand au final, avant on avait tous les jours il fallait rebrasser des centaines de milliers de lignes, aujourd'hui, côté ClickSense, on intègre 55 lignes pour avoir le chiffre d'affaires des magasins de la veille. Donc 55 lignes, c'est 30 secondes, c'est largement suffisant. Ce que j'ai pas dit, c'est que Snowflake, en fait, étant à la fois sur GCP, AWS et Azure, on a créé une private link entre notre environnement Azure et celui sur lequel on héberge Snowflake, ce qui fait qu'on ne repasse pas par l'extérieur et on a des limites réseau qui sont moins importantes. Au tout début, entre Snowflake et ClickSense, on était sur un échange de 25 000 lignes secondes. On est passé à 100 000 depuis qu'on a mis la private link. 100 000 stable. Très bien, merci. Pas d'autres questions en salle? On va passer sur les questions posées sur la chaîne YouTube. Alors, la première de Kenobi. Quels outils avez-vous analysé avant d'arrêter votre choix sur ClickSense? On a regardé... alors, il y avait Power BI et Tableau.
Voilà. On a fait le choix de ClickSense, tout simplement parce que ClickSense, alors ça offre 2 avantages. Au-delà du fait que c'était facilitant de passer sur ClickSense pour conserver nos QVD historiques et pouvoir se réappuyer dessus pour les premiers usages, il y avait cet aspect justement QVD est hyper important parce que je l'ai dit, la consommation sur Snowflake, elle se fait lorsqu'on active un warehouse. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes sur Tableau, sur Power BI qui interroge le data warehouse en temps réel, à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, il va interroger le data warehouse et il va déclencher de la consommation. Avec le QVD, on est sur Snowflake, on est sur ClickSense, pardon. Ce qui veut dire que si vos données ne bougent pas dans la journée, vous rechargez une fois votre QVD et ensuite la consommation, ensuite l'usage ne déclenche plus de consommation côté Snowflake. Et donc, c'est une rationalisation des coûts. C'est quoi la profondeur historique dans les applications de vente que vous embarquez? Parce que du coup, ça dépend. pour les usages métiers. Ouais, on redescend jusqu'à 2 ans d'historique, mais on n'a pas besoin de les recharger tous les jours depuis Snowflake, on vient juste faire le complément. Et ensuite, on peut descendre jusqu'à 2 ans d'historique, mais on n'est pas forcément à la granularité jour. Et en fonction du besoin, on va pré-mâcher le travail côté Snowflake, et on va agréger les données à la semaine, au mois, à l'année, en fonction de ce que le métier attend. Au sein d'une même application, on peut être amené sur une période donnée à descendre au niveau jour, souvent sur 6 semaines, parce que c'est ce qui fait sens chez nous au niveau des analyses, et ensuite à passer sur une vision mois. Et donc du coup, côté Snowflake, on va calculer à la fois un agrégat au niveau mensuel, on va avoir un agrégat au niveau jour, tout sera poussé dans ClickSense, simplement ClickSense va venir charger le mois en cours enrichi des données de la veille ou la journée de la veille, et au moment du chargement dans l'application de restitution, ne va charger que 6 semaines d'historique au niveau dans le QVD qui contient la granularité jour, et l'historique nécessaire au niveau du QVD qui contient la granularité mois. Très bien. On a une autre question concernant Snowflake. Alors pourquoi ne pas utiliser le data sharing de Snowflake pour le partage auprès des partenaires fournisseurs que vous évoquiez en début de... Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas cette nouvelle plateforme data pour partager les données auprès des fournisseurs. On est encore en pleine phase de déploiement. Et donc, le premier usage qu'on souhaite développer, c'est vraiment la BI. Parce que c'est là aussi où on a un gros enjeu financier finalement. C'est décommissionner toute notre plateforme historique. Donc, à la fois, on va économiser les coûts serveurs, etc., les coûts de licence, mais on va aussi économiser les coûts de maintien en conditions opérationnelles. Donc finalement, cette partie data sharing qui est encore mineure chez nous, on prévoit de la faire dans un temps 2. Très bien. Une autre question, c'est quel est l'outil utilisé pour suivre la data d'un point de vue catalogue, dictionnaire de données? C'est les fichiers Sheets qu'on pousse dans ClickSense et qu'on met en forme, tout simplement. À terme, on n'a pas encore arrêté de solution. On a commencé à regarder un peu ce qui se faisait sur le marché. Alors, Data Galaxy, le Data Catalog de Talend. On n'a pas poussé la réflexion plus loin pour l'instant. Très bien. Bon, vous avez plusieurs personnes qui vous félicitent aussi sur le YouTube. Donc encore merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question en salle ou... Stéphane Misseux chez Claisance. Quelle est la version de Talend utilisée? Savoir si c'est la version entreprise. Et puis la méthode que vous utilisez aussi pour actualiser les applications ClickSense depuis Talend. Ouais, alors c'est une version entreprise. Donc c'est l'attaque, hein. On n'est pas on n'est pas dans le cloud non plus. Tout simplement pour une raison contractuelle avec Auchan, qui n'avait pas négocié un contrat TMC, mais uniquement un contrat cadre sur lequel on s'appuie. Et du coup, pour déclencher les appels à ClickSense, on fait un appel API tout simplement. ClickSense permet le déclenchement de jobs via API. Et donc, lorsque le périmètre de données, un périmètre de données qu'on a défini au préalable, est prêt dans Snowflake, donc une fois que pour nous, c'est
Je retrouve plus le terme. Bref, pour nous, c'est un groupe de jobs à exécuter dans Talend. Une fois que ça, c'est terminé, on déclenche un appel à l'API et ClickSense déclenche ses actions d'extraction et de calcul. Très bien. Une dernière question pour clôturer ou on a fait le tour? Parfait. En tout cas, merci à vous. Merci à tous les participants et acteurs de cet événement.